On dit souvent quand on commence à militer qu'on met cette espèce de paire de lunettes qui permet de voir un peu tous les rapports de domination et que d'un coup on la met, on voit des petites lignes entre chaque chose comme ça. Et du coup là quand je vois ça, je me dis qu'on voit très fort celui des travailleurs et des ouvriers, mais du coup on voit aussi très vite cette espèce de double domination des femmes qui du coup manifestement travaillent au champ avec les hommes comme les hommes, mais j'imagine aussi du coup tout le travail domestique, etc. À gérer. Et du coup je me demandais si vous aviez rencontré des dynamiques qu'on pourrait appeler féministes ou pro-féministes pendant le tournage du documentaire. Dans les syndicats du SOC, il y a beaucoup de femmes. Et des femmes qui s'expriment dans les films, on a filmé peut-être plus de femmes que d'hommes au travail, il faut dire. Et des femmes qui pensent, qui réfléchissent, qui luttent. Et il y a une phrase en particulier que j'aime beaucoup dans les films, elle est dite par Loli, une travailleuse de la coopérative de Rumoso, qui dit qu'à Rumoso, elle a trouvé, réalisé, c'est que ses parents, ses grands-parents, qui étaient anarchistes, qui sont réfugiés au sud de la France, après la guerre civile, ils ont toujours raconté de leur volonté. Et bon, c'est très fort. C'est l'essentiel. C'est vrai qu'on n'a pas tellement de discours féministes venant des femmes qu'on a rencontrées. Parce que les femmes qu'on a rencontrées se sont surtout chargées de parler du travail qu'elles menaient aux côtés des hommes, avec les hommes, hein, et du progrès que ça représentait pour elles, relativement aux techniques de travail de leurs parents et de leurs grands-parents. On s'est plus penché sur l'aspect technique, enfin travail, que sur cet aspect social. Encore une fois, il fallait centrer le film, quoi. Juste, j'aimerais savoir si dans les discussions que vous avez eues avec les gens, justement, de Elmos et des FICA coopératives collectives, s'ils ont une idée de pourquoi ces expériences qui sont vieilles, maintenant quand même, elles ne s'étendent pas en Andalousie. Je n'ai pas compris. J'ai pas compris la question. Est-ce que vous avez pu avoir, en discutant avec les gens qui travaillent dans ces coopératives, enfin dans ces FICA, des discussions sur pourquoi ce type de mouvement n'arrive pas à s'élargir en Andalousie? Parce qu'il y a une opposition féroce des grands propriétaires, c'est féroce. Moi j'habitais déjà en Andalousie, dans les coins où on fait les films. Et donc vous avez des jolis villages andalous, tout blancs, belles maisons, hein, et les gens pensent que c'est très touristique, tout ça. Et bien en fait ce sont des HLM d'ouvriers. C'est pas des tours, c'est pas des bars, mais ce sont des jolies maisons, blanchies à la chaux, mais à l'intérieur, les familles habitent des 3 générations dans des petits espaces en fait, hein, il faut savoir. Et pourquoi? Et ils ont pas, on n'a pas pu utiliser des images, mais un des ouvriers trentenaires interviewés nous l'avait fait voir au bord du chemin en montant au village, dans les fossés de la route, dans le phare, voilà mon potager, à 10 mètres de longueur sur 1 mètre. Vous voyez? Parce qu'ils n'ont pas 1 mètre carré de terre pour faire un potager. D'accord? Parce que toute la terre appartient au grand propriétaire. C'est quelque chose que. Vous voyez? Et non seulement appartient au grand propriétaire, moi, pendant que j'habitais des gens, je ne pouvais pas, comme en France ou ailleurs, aller me balader à travers les chemins de champs. Non, tout est privatisé. Même les chemins intéressants sont privatisés. On ne peut pas s'y balader. Il faut comprendre ça. Et l'emprise, on dit à la fin, l'emprise qui était, depuis le début du XXe siècle, économique, sociale, mais aussi politique des grands propriétaires, des señoritos,
depuis la guillemets démocratie, ils ont dû céder pas mal de pouvoirs politiques. Mais ils gardent une emprise énorme pour l'économie et sociale. Que quand il n'y a pas de contrat, vous voyez, il n'y a pas de contrat de travail, eh bien c'est l'exploitation, les chantages, vous voyez. Et on doit dire qu'on a pu entrer en confiance avec des ouvriers, mais on a fait plusieurs tentatives pour parler à des grands propriétaires, impossible. Refus total. D'accord, comme si on ne résistait pas. Ça en fout totalement. Parce que d'ailleurs, ces gens-là parlent seulement avec des gens de leur classe. D'accord, même des gens, des profs, des réalisateurs, on est des pures merdes, ces gens-là. D'accord, il faut comprendre ça. Et que c'est très difficile de lutter. Et ça y est, depuis la fin du franquisme, il y a eu des luttes, beaucoup de luttes, d'occupation des terres, tout ça. Et ceux qui ont réussi à conquérir des terres par le pouvoir politique, évidemment, qui les a prises aux grands propriétaires, chapeau, c'est pas, mais c'est une lutte longue, c'est pas évident. Je pensais à un moment donné, le syndicaliste s'adresse à un groupe de travailleurs, de travailleuses plutôt, dans un champ. C'est au petit matin, on a filmé ça, et il dit à la fin de son discours à Sandro que dans le pays aujourd'hui, il n'y a pas de liberté réellement, il n'y a pas de démocratie, parce qu'il y en a peur. Et effectivement, le fait d'être dans une situation d'insécurité totale empêche naturellement d'être vraiment aventureux. Parce qu'on le paye tout de suite et on le paye très cher. C'est-à-dire que les gens là-bas peuvent très bien, du jour au lendemain, se retrouver sans un sou. Déjà qu'ils ne gagnent pas grand-chose, mais ils peuvent ne plus avoir un centime devant eux sur la décision d'un patron. Voilà. Donc, évidemment, développer le genre d'expérience de Marina Leda ou de Elmos ou de il y a une dizaine de coopératives c'est vraiment du travail et il faut vraiment être courageux. Je vais demander une dernière question, je vais en profiter quand même pour en glisser une toute petite aussi. Déjà, je voulais savoir, question très basique, quand est-ce que vous aviez filmé ça? Et puis, par rapport au contexte actuel qui a quand même, je pense, pas mal changé avec la montée de l'extrême droite, là, est-ce que vous aviez un éclairage à nous donner là-dessus, vu la connaissance que vous avez de ces milieux du travail agricole? On a filmé, t'as vu les gens, entre 1998 et 2005. Les dernières images, c'est 2005. Et que dire par rapport à aujourd'hui déjà les luttes des ouvriers continuent. La répression aussi, de plus en plus violente et sournoise et sortie, parce que de plus en plus les syndicalistes sont frappés d'amende et frappés d'amende de 3 000 € en journée agricole, que quand bien il arrive à gagner 800 € par mois, vous voyez, c'est des coups très durs. Et là, il y a quelques mois, il y a d'ailleurs une pétition lancée par les SAT, le syndicat des ouvriers des champs, en demandant soutien parce qu'ils ont accumulé quelques millions de dettes d'amende, quelques millions d'euros de dettes d'amende. C'est monstrueux. Quant à l'émergence de l'extrême droite en analogie, je ne sais pas trop quoi en penser. C'est absolument horrible parce que, comme en Italie, la Liga du Nord, il y a des pauvres, des ouvriers qui votent
Et moi, quand je vois ça, je pense toujours que c'est les gauchistes qui n'ont pas fait bien leur boulot, qui laissent la place aux fachos. Bon, on verra bien comment ça va continuer. Mais il n'empêche que les municipalités libertaires sont toujours en place et qu'aux élections, ils sont toujours élus avec la majorité. Donc, au moins dans ces municipalités, l'extrême droite n'a pas encore fait des dégâts. D'accord, merci. Bon, une dernière question. Quelqu'un qui a pas pris la parole. Bonsoir, merci beaucoup pour ce film. Je voulais me demander quel est le lien de ces communautés autogérées avec le monde extérieur, avec l'administration régionale, avec les villages d'à côté qui probablement sont exploités. Et j'ai l'impression que c'est des petites entités qui survivent d'une manière ou d'une autre. Est-ce que c'est attractif? Est-ce que les gens veulent bien aller plutôt que d'aller se faire crever dans les villages à côté? Voilà, c'est ça la question pour moi. Le monde extérieur des droits, la région, et comment on peut communiquer? Est-ce qu'il y a une société qui vend leurs produits? Est-ce qu'ils sont. C'est une autosatisfaction totale? Comment ça se passe? Oui, quand on dit autogéré, oui, a Marinale, la coopérative agricole est autogérée, et la coopérative de transformation mise en boîte des artichauts et autres, pareil, la municipalité est autogérée. Et c'est quand même des villages, Marinale, la colonie, avec quand même 3 000 à 4 000 personnes. Ils ont failli, il y a quelques années, le SOC prendre la municipalité toujours, la municipalité dans les 30 000 habitants. Vous voyez, donc ils sont quand même très présents. Et après, c'est compliqué, ça prend du temps. Et l'extension de ces expériences, oui, ils sont bien mis, parce qu'en plus, les syndicats, ils travaillent bien, ils sont pas farfelus, ils sont solides. Et donc, qu'est-ce que vous voulez? J'espère bien. Après, l'anthropologie, Séville, tout le monde se dit seigneurite. Les banlieues, c'est pire que les banlieues parisiennes. Mais les changements, oui, c'est compliqué. C'est pas de solution. Et en tout cas, ils luttent. Je crois que dans les villages comme Marinalena ou El Coronel, la situation économique et sociale, même si elle n'est pas opulente, reste attractive pour les autres travailleurs d'Andalousie. Tout simplement parce que, au moins là, ils ont une certaine garantie et une certaine sécurité de l'emploi. Hein. Dans le reste du pays, moi, ce qui m'a choqué à l'époque où on a filmé, c'est l'impression d'avoir affaire à une société de type féodal. Donc, naturellement, les gens qui travaillent pour un, comment on dit, seigneurito, pour un petit seigneur, il n'y a pas photo. Si tu peux travailler dans une coopérative, tu y vas. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas accueillir des milliers de personnes. Ça reste limité à quelques centaines de personnes. Oui, il y a une chose, il y a des ouvriers qui étaient venus de campagne, pendant que j'habitais là, dont un, il a un t-shirt, etc. Et bien, c'est les seuls ouvriers de la grande entreprise de las Lomas, 20 000 hectares, qui ont bien voulu être interviewés et filmés. J'ai connu pas mal d'autres ouvriers qui n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu parce qu'ils avaient peur de s'exposer et de plus avoir du travail. Vous voyez? On était allé dans la maison de la famille Figueroa.
Et puis, on attendait comme des cloches là, en bas des escaliers, qu'on veuille bien nous recevoir. Et on ne nous a pas reçus, bien sûr. Et ça nous a donné le temps de voir le décor. Alors, il y avait dans une cour intérieure des azulejos, avec des dictons écrits. Et je me rappelle d'un dicton qui disait celui qui se tait ne dit pas de bêtises. Ça veut dire que quand on arrive là, il faut fermer sa gueule, quoi.